Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 34 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Virginie Adan. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors Virginie, donc vous êtes docteur en histoire coloniale américaine. Vous avez fait une thèse qui a porté sur la fondation de New York, donc dans un premier temps une colonie hollandaise, la Nouvelle-Néerlande, avec un focus sur les relations hommes-femmes et leur rôle dans la construction d'une société nouvelle. Vous êtes actuellement maîtresse de conférences à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Et donc c'est à ce titre-là, en tant que spécialiste, que je vous ai invité pour parler d'une série, on va dire, sur la Révolution américaine, qui est John Adams. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, Virginie, nous faire une présentation générale de cette série ? Oui, tout à fait. Alors, John Adams, c'est une série, c'est un peu un period drama, comme on dit en général, une série en costume patriotique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une mini-série de 7 épisodes qui a été diffusée sur la chaîne américaine HBO. Alors, pour info, maintenant, c'est disponible depuis la France sur Amazon Prime et OCS si vous y avez accès. Alors, c'est une mini-série qui a été réalisée par Tom Hooper, qui a été connu peu après. Enfin, c'est une série qui date de 2008 et 3 ans après, en fait, il a fait The King's Speech, le discours d'un roi, qui lui a valu l'Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur, etc. Donc, il y a quand même un gage de qualité associé à cette série. Et autre gage de qualité, c'est le casting de la série qui réunit des acteurs qui sont très réputés pour leur talent. Hein. Il y a notamment donc John Adams lui-même est joué par Paul Giamatti, Laura Linney joue son épouse Abigail Adams, Stephen Dillane qu'on a vu aussi dans Game of Thrones notamment joue Jefferson, Rufus Sewell joue Hamilton, etc., etc. Donc c'est des acteurs qui sont très reconnus pour leur talent. Ce qui est intéressant, c'est que Giamatti, il est connu en général pour être vraiment l'éternel second rôle, ce qui est un peu adéquat avec le fait qu'il joue John Adams, qui est un petit peu relégué dans la figure des pères fondateurs des États-Unis face à des figures plus proéminentes comme George Washington ou Thomas Jefferson. Donc voilà, et c'est une série qui a été produite notamment par Tom Hanks et qui est dérivée d'une biographie qui avait été écrite en 2001 par David McCullough. Donc il y a une ambition en fait de faire quelque chose de très sérieux, de très documenté, et qui s'est retrouvé ensuite dans le succès de la série, puisque à l'époque de sa diffusion, elle avait rencontré un immense succès aux États-Unis, et succès aussi bien populaire, mais surtout critique, puisqu'elle a obtenu 13 Emmy Awards, ce qui à l'époque en a fait la série la plus primée aux Emmy, et 4 Golden Globes. Elle avait été nominée pour 4 Golden Globes, elle les a eu les 4, et notamment pour la meilleure mini-série, pour Paul Giamatti, pour Laura Linney. Donc vraiment une série qui est réputée pour sa grande qualité, tant narrative que technique. Que ce soit sa distribution, le fait qu'il y ait très peu de maladresse de tournage, une grande précision dans les costumes, dans les maquillages, et un vrai enjeu, puisque en fait c'était quand même quelque chose de pas évident à faire, parce que faire une série historique qui porte sur le XVIIIe siècle alors qu'il n'y a pratiquement plus de vestiges de cette époque-là aux États-Unis, c'était un petit peu un défi. Alors, ce qui est aussi intéressant pour nous dans l'histoire en série, Virginie, c'est qu'on a effectivement, vous l'avez dit, une série qui est très précise au niveau historique et qui en plus s'inscrit dans une historiographie sur la Révolution américaine qui est vraiment au cœur de ce qui se fait dans les années 2000. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est une série qui est intéressante sur l'histoire américaine et sur la façon dont elle est racontée. À l'époque, le producteur, donc Tom Hanks, avait expliqué: on voulait que le public fasse l'expérience de découvrir sa propre histoire. Et on vantait le fait que c'était fait avec de l'authenticité et que c'était une façon de ressentir l'histoire, etc., etc. Et donc ça s'inscrit dans un renouveau de l'historiographie. Alors un renouveau qui est un peu décrié, hein, très honnêtement, quand on est historien. C'est-à-dire que l'historiographie sur les États-Unis, elle est parcourue depuis des décennies par des débats, notamment sur la portée patriotique de l'événement, sur est-ce que c'est une révolution sociale ou pas,
donc à partir des années 70 avec les nouvelles histoires sociales, etc. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus et qui ont été menés par des figures historiennes telles que Gary Nash qui voulait mettre en avant une lecture sociale très New Left de la Révolution américaine face à une lecture plus républicaniste menée par Gordon Wood notamment. Et en fait, au début des années 2000, c'est plutôt, on est retombé vers quelque chose de plus conservateur en quelque sorte, qui consistait en fait à faire des biographies des grands hommes. Donc, ça a été présenté comme un courant founders chic, donc le panache des pères fondateurs en quelque sorte. On mettait en avant des biographies des grands hommes pour montrer que telle ou telle personne était un peu le père de la nation. Donc c'est presque un peu le roman national version américaine en fait. Et donc ça a rencontré beaucoup de succès auprès du grand public parce que c'était quelque chose à quoi on pouvait plus facilement, je pense, s'accrocher par rapport au débat vraiment historiographique plus scientifique. C'était quelque chose qui était plus identifiable, ce qui fait que ça s'est retrouvé donc avec cette mini-série sur John Adams. Quelques années plus tard, l'autre grand succès d'année, ce courant founder chic, c'est l'homme de spectacle Lin-Manuel Miranda qui reprend une biographie d'Alexander Hamilton pour en faire une comédie musicale à Broadway qui a rencontré un succès phénoménal qui est toujours avéré aujourd'hui. Alors justement, Virginie, vous nous avez dit que John Adams, c'est un des pères fondateurs, mais il est un petit peu dans l'ombre par rapport, surtout pour nous en Europe, par rapport à bien sûr George Washington et puis Thomas Jefferson. Alors, pourriez-vous peut-être, pour les auditeurs, faire une petite mise au point biographique sur ce personnage-là? Oui, bien sûr. Alors, John Adams, oui, c'est vraiment le mal-aimé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mis en scène d'ailleurs dans la série un petit peu. Il est considéré comme assez antipathique dès la période des débats de l'indépendance. En fait, John Adams, c'est donc un homme du Massachusetts. Il est né en 1735. C'est un avocat qui a des idées à la fois assez avant-gardistes et assez impétueuses. Et surtout, en fait, il est réputé pour son caractère, en fait, parce qu'il a tendance à avoir un fort tempérament et donc notamment quand ensuite il rejoint le congrès continental, c'est-à-dire le congrès où se réunissent les représentants de 12 puis de 13 colonies pour discuter des problèmes avec l'Angleterre qui déboucheront ensuite sur la déclaration d'indépendance et sur l'indépendance en elle-même. C'est un de ceux qui parle le plus fréquemment, mais qui s'en prend aussi de façon plus virulente à ceux qui sont trop conservateurs vis-à-vis de la question de l'indépendance, qui sont trop timorés selon lui. Donc en fait, c'est pas une figure qui fédère. C'est pas un Washington qui tout de suite a une aura spectaculaire. En plus, bon voilà, John Adams, il est connu aussi pour son apparence physique. Il est un petit peu, il est petit, il est trapu, il est chauve, il parle trop fort. Enfin bref, c'est quelqu'un qui a un caractère qui divise un petit peu. Et surtout, en fait, ce qui conduit à sa relative relégation, c'est plutôt par la suite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un des artisans de l'indépendance, dans un premier temps, notamment aux côtés de Jefferson, avec qui il noue une forme d'amitié intellectuelle qui ensuite tourne en rivalité. Mais en fait, à la suite de l'indépendance, il fait partie du premier cabinet de George Washington, lui en tant que vice-président. Et ensuite, lorsque Washington se retire de la vie politique, lui-même se représente aux élections présidentielles et est élu deuxième président des États-Unis. Et c'est pendant cette deuxième présidence qu'il devient en fait assez impopulaire parce que pendant cette deuxième présidence, il n'arrive pas à prendre position face aux oppositions partisanes qui commencent à émerger aux États-Unis à ce moment-là. Il n'est pas capable de les maîtriser ou de vraiment les canaliser, ce qu'arrivait à faire Washington auparavant. Et ce qui fait qu'il n'est lui-même pas réélu en fait pour un deuxième mandat, alors que ça avait été le cas notamment de Washington et que c'est le cas de son successeur qui est Thomas Jefferson. Donc en fait, on se souvient de lui comme d'un des pères fondateurs, mais aussi de celui qui a eu une présidence un petit peu en demi-teinte dans ses premières années qui sont si glorifiées de la jeune République. C'est celui qui a failli conduire les États-Unis à la guerre contre la France, enfin, plein de choses comme ça, en fait, on le lui a beaucoup reproché. Je reviendrai bien entendu plus en détail là-dessus quand on fera le détail des épisodes, mais donc c'est dans la postérité, il n'est pas resté comme un personnage aussi flamboyant qu'un Washington ou qu'un Jefferson.
Alors justement, Virginie, ce qui est intéressant quand on vous écoute et puis quand on regarde la série John Adams, c'est que comme c'est une mini-série, en 7 épisodes, et on va aller en parler un par un parce qu'ils sont assez thématiques, c'est intéressant, mais on peut c'est une bonne introduction, je trouve, à l'histoire de la Révolution américaine. Oui, tout à fait, parce que, alors déjà, paradoxalement, en fait, on sait que les Américains, enfin les États-Unis ont une culture très patriotique, assez affirmée, qui se manifeste notamment pendant la fête nationale et pendant beaucoup de moments clés dans une année civile, en quelque sorte. Mais par ailleurs, paradoxalement, c'est un sujet qui est assez rare. Aussi bien à la télé qu'au cinéma, il y a presque aucune production qui porte sur cette période-là. Alors, est-ce que c'est parce que ça intimide les artistes de s'y prêter? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, bon, Tom Hooper, c'est peut-être pas innocent que lui-même soit britannique au départ et donc que ça l'incite à proposer cette mini-série, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on trouve rarement. Il y a eu une comédie musicale qui s'appelait 1776 quelques décennies plus tôt. Il y a donc eu récemment Hamilton, mais sinon, il n'y a presque rien sur cette période. Et alors là, c'est vrai qu'on a 7 épisodes qui vont balayer 60 années, qui vont des contestations coloniales contre la couronne britannique, notamment à Boston avec les Sons of Liberty, jusqu'à la veille de ce qu'on appelle la démocratie jacksonienne, pardon, jusqu'à la fin des années 1820 en fait. Donc on a quelque chose de très didactique, qui vraiment se veut très didactique, de présenter l'histoire des États-Unis, de la jeune République qui est en train de se construire sous nos yeux face aux autres grandes nations qui existaient à cette époque-là en Europe et à travers le regard d'un de ses principaux artisans. Alors effectivement, le premier épisode commence à la période coloniale. En fait, il s'ouvre sur un des moments qui est considéré comme un des actes de naissance de la contestation coloniale. En 1770, c'est le massacre de Boston, où des soldats anglais vont tirer sur la foule et tuer 5 colons en pleine contestation, parce qu'à ce moment-là, en fait, la couronne britannique cherche à taxer les colonies pour rembourser en fait les frais de la guerre de 7 ans, entre autres. Et donc, cette politique de taxation se fait contre la volonté des personnes qui habitent dans les colonies, qui estiment devoir avoir le droit de participer à cette décision. Et donc, cette contestation à Boston résulte dans cette émeute qui conduit à quelque chose d'assez sanglant. Et alors, ce qui est particulier pour la personnalité de John Adams, c'est que c'est lui qui est avocat pendant le procès de l'armée anglaise. Et en fait, il est avocat de l'armée anglaise, en fait. Il défend les soldats britanniques qui ont tiré sur la foule. Et c'est intéressant parce que ça le pose tout de suite comme une figure assez à part dans la contestation coloniale. À Boston, à ce moment-là, il y a un certain nombre de personnalités qui s'opposent ouvertement à la présence britannique, notamment un groupe qu'on appelle les Sons of Liberty, dont certains sont des membres de la famille de John Adams, notamment Samuel Adams. Et lui, John Adams, a des sympathies idéologiques pour ce mouvement-là, mais en même temps défend ouvertement l'armée britannique en disant « Moi, ce que je veux, c'est un procès qui est équitable, parce que si on part sur des bases malhonnête pour une contestation, ça ne donnera pas de légitimité à notre contestation. » Donc en fait, ça le met dans une position un peu de surplomb par rapport à ces luttes. Et c'est intéressant parce que ça justifie ensuite le fait que la contestation coloniale prenant de l'ampleur, on le considère comme un leader évident pour être envoyé notamment à Philadelphie où se réunit un congrès continental. Alors justement, Virginie, pour ce qui est de l'épisode 2, on rentre, j'allais dire, véritablement dans l'histoire de la Révolution avec l'indépendance elle-même qui est mise en valeur par cet épisode-là. Oui, alors d'autant plus mise en valeur que c'est un épisode qui est plus long que les autres. En général, les 7 épisodes, ils font environ 1 heure, sauf celui-là où on a consacré carrément 1 heure et demie. Alors, 1 heure et demie qui est très très minutieuse parce que l'épisode, il se passe aux 3/4 au sein du Congrès, pendant les débats du Congrès et ce qui se passe un petit peu autour. C'est-à-dire qu'on va mettre en relief les débats au sein du Congrès continental, les dissensions notamment, entre les membres du Congrès. Et c'est très intéressant justement par rapport à ce qui avait été affiché comme projet autour de cette série, de montrer, entre guillemets, la réalité de l'indépendance, c'est-à-dire qu'on a une image d'Épinal
qui est véhiculé notamment par un tableau très connu sur lequel je reviendrai, qui montre en fait la signature de la déclaration d'indépendance avec plein de représentants qui sont debout, un peu l'air solennel, etc. Et là, en fait, ce qu'on montre, c'est des débats qui se passent pas forcément si bien que ça, avec les difficultés rencontrées par John Adams, notamment pour convaincre les autres représentants des autres colonies qu'il faut agir face à l'Angleterre. Parce que qu'est-ce qui précipite la réunion de ce congrès continental? C'est justement la situation de Boston et du Massachusetts, d'où vient John Adams. Et en fait, la couronne britannique a passé des lois très coercitives qu'on appelle les lois intolérables, qui visent l'ensemble des colonies, mais principalement la ville et le port de Boston. Et donc, John Adams fait valoir le fait que ces lois nécessitent en fait une rupture franche et réelle avec l'Angleterre. Et des représentants d'autres colonies, notamment de New York ou de la Caroline du Sud, se montrent ouvertement plus timides face à ça, disent les conséquences pourraient être graves, on ne veut pas se retrouver en guerre, on ne veut pas conduire à une rupture avec l'Angleterre parce qu'on est avant tout des Anglais, etc. Et donc ça met en scène ces débats-là, avec un John Adams qui dit « mais c'est déjà la guerre, nous on est en guerre dans le Massachusetts, vous ne le voyez pas, mais nous on est en guerre ». Et face à cela, des représentants qui sont plus conservateurs parce qu'ils ont leurs intérêts avec l'Angleterre. Que ce soit New York ou que ce soit la Caroline du Sud, ils ont des intérêts économiques, de commerce, etc., évidents avec l'Angleterre et ne veulent pas de rupture. Et donc, on a cette mise en scène de cette rivalité et la façon dont Adams va essayer de gagner, en fait, à sa cause, les autres représentants. Et ça va permettre aussi de voir d'autres figures très importantes de l'indépendance américaine, notamment représentants de Pennsylvanie, Benjamin Franklin, les représentants de Virginie, George Washington et Thomas Jefferson, et la façon dont tous vont plus ou moins se rencontrer, traiter ensemble pour aboutir à une indépendance, à une déclaration d'indépendance à la fin de l'épisode. Mais d'abord, on voit d'abord des premiers compromis avec l'armée du Massachusetts qui est convertie en armée continentale sous la direction de Washington pour affronter les soldats anglais qui sont dans le Massachusetts, mais en même temps, en guise de compromis, une pétition qui est envoyée au roi sous forme dite de rameau d'olivier, c'est-à-dire on veut ouvrir les discussions, et ça c'est une concession qui est faite à ces représentants un peu plus conservateurs. S'ensuit ensuite une alliance improbable en fait avec les représentants du Massachusetts, donc John Adams, et ceux de Virginie, surtout donc Jefferson, à qui est confiée la rédaction de la Déclaration d'indépendance. Donc c'est intéressant parce que ça permet vraiment de voir l'hétérogénéité de ces colonies et de leur point de vue par rapport à la question du rapport avec les Anglais, par rapport à l'indépendance, etc., et par rapport à leur structure économique et sociale de départ. Alors, ce qui est intéressant, Virginie, aussi, c'est dans les épisodes suivants, le 3 et le 4, c'est qu'on a un décentrement du regard un petit peu pour montrer que cette guerre d'indépendance qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, elle est suivie en Europe et c'est d'ailleurs vital pour les 13 nouvelles colonies, pour les insurgents, de trouver des alliés en Europe et on va voir que peut-être c'est aussi un peu oublié que John Adams va aller en France notamment chercher des alliés. Alors, on pense souvent que Franklin sera là-bas, mais il n'y a pas que lui. Jefferson aussi est allé, mais John Adams a été l'un des premiers à aller se chercher en Europe, auprès de Louis XVI notamment, un soutien par rapport à l'indépendance. Exactement. En fait, les épisodes 3 et 4, c'est effectivement le moment où on explore un peu cette carrière de diplomate de John Adams, avec plus ou moins de succès pour lui d'ailleurs. Effectivement, si on retient Franklin, c'est parce que Franklin a eu un peu plus de succès que lui. C'est-à-dire que Adams est envoyé en Europe, notamment pour négocier avec la France une alliance militaire face à ce géant militaire qui est l'Angleterre et cette armée continentale qui est encore un petit peu constituée de citoyens soldats. Donc c'est joli pour l'image d'Épinal qu'on en garde, mais ça en fait des gens qui sont pas très bien entraînés. Et donc on envoie des représentants pour essayer d'obtenir effectivement une alliance avec la France. John Adams arrive alors que Benjamin Franklin est déjà sur place. Et ce qui est intéressant, c'est que ça met en scène deux approches très différentes de la diplomatie, c'est-à-dire que
Franklin, lui, il joue volontiers de l'image d'Épinal du colon américain qui est un trappeur. Donc, en fait, il se met un bonnet de trappeur en peau de castor sur la tête quand il va à la cour du roi Louis XVI, alors que Adams essaye de s'habiller un peu à la mode parisienne pour essayer de faire figure. Et il me dit, t'as pas du tout la bonne approche, il faut qu'ils aient de la condescendance pour toi pour avoir envie de t'aider. Et donc, il y a déjà ça qui est mis en scène. Et c'est intéressant aussi parce que à travers le regard de John Adams, on a aussi son regard sur une société de cour française complètement décadente. Et donc, ça ne fait que glorifier un peu la noblesse des idéaux des colons américains qui veulent être en rupture avec tout ce faste et toute cette vie toute cette société de gentilité, de déférence dans laquelle les patriotes américains ne se reconnaissent pas. Donc, en fait, ça sert au niveau de l'économie narrative de la mini-série à montrer aussi, quelque part, la supériorité de l'homme américain face à cette société européenne. Parce qu'ensuite, je dis européenne parce qu'ensuite, Adams, face à son échec en France, est ensuite envoyé en délégation plutôt aux Pays-Bas. Et ensuite, une fois la guerre terminée, il est ensuite le premier ambassadeur envoyé à la cour du roi d'Angleterre. Et pareil, en fait, les descriptions qui en sont faites, qui font écho en fait au récit qu'en faisait lui-même John Adams, d'une part dans sa correspondance avec sa femme, puis après dans d'autres correspondances, puisque sa femme l'avait rejoint, les réflexions qu'il se faisait en voyant cette société de cour européenne pour laquelle il n'avait pas beaucoup de sympathie. Donc ça met vraiment en évidence le décalage entre cette Europe décadente et l'authenticité de la lutte des Américains. Alors, les épisodes suivants, Virginie, surtout le 5, on a un petit peu avancé dans le temps. Hein. Les États-Unis sont indépendants. Le traité de Paris leur a donné l'indépendance. Et donc, là, il y a un petit passage où il y a des tergiversations, vous l'avez montré, qui continuent à savoir qu'est-ce qu'on va faire comme constitution, qu'est-ce qu'on va faire comme choix au niveau du pouvoir exécutif. Et on arrive à l'épisode 5, finalement, où la constitution est faite et où il y a le choix de faire les premières élections présidentielles de l'histoire américaine. C'est ça, c'est-à-dire que ça, je reviendrai un petit peu là-dessus, mais le fait que Adams soit, pendant ces 2 épisodes et pendant cette longue période avérée en Europe, fait que, puisqu'on suit ce personnage-là, on reste un petit peu à l'écart de ce qui se passe à ce moment-là aux États-Unis. Alors, sans faire un cours d'histoire, puisque c'est pas l'objet, mais pour expliquer rapidement, les États-Unis se dotent d'abord d'un premier régime politique qui est une confédération, qui est signé par des articles de confédération et qui scelle en fait une alliance entre 13 États indépendants et qui sont unis par un congrès, mais qui a très très peu de pouvoir. Et donc ce premier régime politique marche assez peu et rapidement on décide de convoquer, donc en 1787, une convention constitutionnelle au cours de laquelle il va y avoir énormément de débats sur la forme à adopter pour ce nouveau pays. On décide finalement que ce sera une république fédérale, c'est-à-dire qu'on va donner plus de pouvoir à ce pouvoir qui fédère les 13 États et que les 13 États ne sont plus souverains. L'échelle de la souveraineté sera au niveau du fédéral, mais que ces 13 États, ils auront quand même une forte autonomie. Et donc, c'est le régime politique qu'on connaît aujourd'hui. Il est le résultat de beaucoup de débats et de concessions qui ont été faites dans un camp comme dans l'autre. Et quand je dis dans un camp comme dans l'autre, c'est qu'on voit commencer à émerger au sein de la Convention constitutionnelle des tendances. Une tendance dite fédéraliste qui veut donner plus de pouvoir au niveau fédéral et donc avoir un pouvoir central un petit peu fort. Et une tendance qui se qualifiera plus de républicaine ou de républicaine démocrate, qui veut préserver l'autonomie au niveau de chaque État et surtout au niveau des citoyens. Et donc tout ça, en fait, Adams en a vend plus par des correspondances, parce qu'à ce moment-là, il est en Europe, en fait. Et tout ça aboutit à donc, cette constitution qui est ratifiée en 1789 à la suite d'un certain nombre de concessions encore qui ont été faites, qui sont les 10 premiers amendements. Et ça conduit à la première élection présidentielle qui met au pouvoir George Washington. Et c'est une petite déception pour John Adams, puisque lui-même s'était présenté pour être le premier président. Et comme il arrive deuxième dans la course, en tant que deuxième, il est automatiquement vice-président. Et donc, dans un premier temps, il n'apprécie pas du tout ce rôle de vice-président, d'ailleurs.
Alors oui, justement, hein, j'allais un petit peu avancer par rapport à ça pour arriver sur l'épisode 6 qui, lui, Ouais. vous l'avez dit, est centré sur sa présidence qui est assez impopulaire. Alors, il reste dans l'histoire comme le deuxième président des États-Unis. Peut-être pourrez-vous en même temps rappeler les dates auxquelles il est au pouvoir et donc les dates à lesquelles se passe cet épisode. Alors, c'est vrai que John Adams est le deuxième président des États-Unis. Il est élu en 1796, donc après les 2 mandats de George Washington, qui ne s'est pas représenté pour une 3e élection. Alors, John Adams s'est élu à une courte majorité face à Thomas Jefferson, seulement 3 voix, et il devient le deuxième président des États-Unis, donc de 1797 à 1801. Sa présidence est en fait assez impopulaire, notamment en raison de l'éclatement des tensions partisanes qui existaient déjà en fait dans le premier cabinet de Washington. On voyait qu'il y avait des tensions entre d'un côté une faction fédéraliste qui était incarnée par Alexander Hamilton, mais aussi par John Adams lui-même, et de l'autre côté par Jefferson qui était plutôt républicain-démocrate. Et donc ces tensions, elles se cristallisent principalement autour du rapport à l'Angleterre, quelle est la relation qu'on veut établir avec ce pays maintenant, mais aussi par rapport à la France et à la Révolution française. Et en fait, on reproche essentiellement à Adams de ne pas avoir réussi à juguler ces tensions alors que Washington arrivait plutôt à les apaiser. Et en fait, pendant la présidence de John Adams, se pose la question donc des relations diplomatiques avec la France qui conduit à ce qu'on appelle une quasi-guerre, c'est-à-dire il y a des affrontements maritimes et on se pose la question de est-ce que les États-Unis vont se retrouver en guerre contre la France et refuser pleinement de soutenir la Révolution française. Et ça conduit également à certaines lois qui ont été très controversées, notamment ce qu'on appelle les Alien and Sedition Acts, qui visent en fait à ficher des supposés espions infiltrés aux États-Unis, espions français, des sympathisants pour la France, mais au final ça vise également les opposants aux fédéralistes, notamment Jefferson, et donc c'est quelque chose qui entame sérieusement la popularité de John Adams. Et ces tensions partisanes éclatent d'autant plus au moment des élections de 1800 où en fait John Adams perd les élections face à 2 républicains démocrates, à savoir Thomas Jefferson et Aaron Burr, mais donc il se retrouve 3e et donc ne parvient pas à être réélu, donc c'est un désaveu complet. Donc au final, cet épisode est vraiment centré sur la montée de cette impopularité de John Adams et son incapacité en fait à faire face aux tensions face aux républicains démocrates, mais aussi il s'aliène également les fédéralistes puisqu'il essaie de mettre à l'écart Hamilton et donc au final il se retrouve plutôt isolé et c'est quelque chose qui est assez marquant. Oui, effectivement, hein, quand on suit l'histoire des premiers présidents des États-Unis, il se trouve qu'Adams ne fait qu'un seul mandat et se retrouve entre les 2 grands monstres sacrés de l'indépendance, Washington et Jefferson. Donc c'est aussi pour ça que sa mémoire peut-être était un peu plus oubliée et donc cette série permet de revoir ça. Alors justement, maintenant il n'est plus au pouvoir, la série continue, il reste un dernier épisode qui est assez intéressant, vous l'avez dit, parce que il va balayer quasiment une 20aine d'années sur les débuts des États-Unis. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce dernier épisode, c'est la retraite de John Adams. Voilà, c'est sa retraite politique. Il se retire de la Maison Blanche puisque petit fun fact dans le 6e épisode, donc pendant la présidence de John Adams, c'est le moment où la capitale des États-Unis est donc déjà est déplacée à Washington et est en construction la Maison Blanche. Donc en fait, la Maison Blanche, on la voit comme on l'a jamais vue, c'est-à-dire pas du tout blanche, complètement en chantier et en cours de construction. En fait, ça symbolise cette nation en construction, cette politique bipartisane en construction et qui montre rapidement à John Adams la porte. Et donc, le dernier épisode est centré vraiment sur ce repli familial dans sa ferme de Braintree dans le Massachusetts, avec son épouse, avec ses enfants ou ce qu'il en reste, et donc des drames familiaux, notamment la mort de sa fille d'un cancer du sein, la mort de son épouse, etc. Mais là où c'est très intéressant aussi, c'est qu'on profite de cette vieillesse pour montrer un retour de John Adams sur lui-même et sur sa carrière, qui est aussi avéré dans les sources, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de 1812, John Adams a entretenu une correspondance avec Thomas Jefferson,
son ancien ami devenu ennemi, rival politique, etc. Et ils ont entretenu une très longue correspondance qui est restituée parfois verbatim dans ce dernier épisode où on voit certains de leurs échanges où ils discutent de ce qu'a été cette période. Ils en parlent en termes de guerre, d'envie, de jalousie, de parti. Et donc, Adams décrit la Révolution comme une période agitée et dit à Jefferson, il sera temps de régler nos différends. Et Jefferson lui répond, tant qu'il y a un gouvernement sur Terre, il y aura des différences d'opinion. Donc, en fait, c'est une certaine réflexion sur le devenir politique, sur la vie politique d'une manière générale, sur la division partisane et sur ce qu'est l'essence de la démocratie américaine pour ces deux hommes politiques, et notamment pour Jefferson, qui dit, en fait, ne pas être d'accord, c'est de la démocratie. Et ensuite, Adams conclut ce débat en disant, la postérité jugera qui de nous deux avait raison. Et surtout, il pose la question, qui a le droit d'écrire l'histoire de notre révolution ? Et Jefferson lui répond, les faits s'en chargeront pour nous. Alors maintenant, Virginie, j'aimerais qu'on regarde un petit peu plus en détail, en tant qu'historien, cette série, parce que c'est un biopic, vous l'avez dit, qui est centré sur une personne. Alors, vous l'avez dit, c'est bien fait, surtout au niveau des décors, des personnages. De façon générale, l'histoire est respectée et permet aux gens de bien comprendre cette période. Mais si on regarde plus en détail, il y a des limites qu'on pourrait peut-être soulever maintenant ici, notamment par le fait qu'on se centre sur un personnage. Et donc, tous ceux qui voudraient comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette révolution américaine, notamment, et ce début des États-Unis, vont peut-être être restés sur leur faim. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un récit qui est très hagiographique d'une certaine manière, malgré une volonté affichée du contraire. C'est-à-dire que si on regarde, il existe un petit documentaire sur la conception de la série où justement Tom Hooper explique qu'ils ont voulu faire quelque chose de très réaliste, de très proche de la réalité, et explique que du coup, il montre que ces personnages ont les dents sales ou qu'ils sont dans la boue, en fait. Et si le réalisme se limite à montrer qu'ils ont de la boue sur leurs vêtements, c'est vrai que c'est un petit peu limité. Je caricature un petit peu, mais en fait, c'est vrai qu'on a un récit qui est très minutieux sur les grands hommes. Vraiment, je reviens même sur le dernier épisode qui est connu aussi. Enfin, une anecdote qui est formidable, qui est presque trop belle pour être vraie sur John Adams, c'est qu'il est mort un 4 juillet. Il est mort le 4 juillet 1826, donc 50 ans jour pour jour après la déclaration d'indépendance. Deuxième anecdote amusante par rapport à cela, à ce moment-là, c'est son fils qui est président des États-Unis. Et troisième anecdote amusante, c'est qu'il meurt exactement le même jour que Thomas Jefferson, qui meurt le 4 juillet 1826 également. Donc, il y a ce côté magnifique. On va raconter l'histoire des grands hommes. Ceci dit, ce côté très, très hagiographique va un peu à l'encontre aussi d'une historiographie qui va dans d'autres directions depuis pas mal de décennies, qui essaie de montrer d'autres éclairages sur la période révolutionnaire qui sortent des pères fondateurs en eux-mêmes. C'est-à-dire que si je dois tout lister, ça peut être un petit peu long, mais il y a des omissions qui sont très importantes dans ce récit traditionnel. On enlève les moments qui sont un petit peu trop sales, en fait, notamment le fait que la guerre d'indépendance en elle-même, il y a certains historiens qui l'ont qualifié de uncivil war, c'est-à-dire une guerre civile qui est sale, en fait. C'est-à-dire que tous les colons n'étaient pas des braves patriotes qui regardaient vers le ciel avec la main sur le cœur. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui étaient restés fidèles à la couronne britannique, qui étaient restés loyalistes. Et donc, c'était une guerre quasi civile qui a opposé des voisins entre eux, en fait. Il y a eu une partie qui était patriote, l'autre partie qui était loyaliste, une majorité silencieuse. À la fin de la guerre d'indépendance, on a 60 000 loyalistes qui quittent les États-Unis. Deuxième chose, le rapport aux esclaves, évidemment, est un point majeur d'achoppement de cette série. C'est-à-dire que la question de l'esclavage est abordée par moments, notamment par les propos d'Abigail Adams, qui, elle, est une opposante fervente à l'esclavage, mais et par un propos aussi, un échange entre Franklin et Jefferson à un moment, mais en fait, c'est très peu utilisé. Les esclaves, on les voit seulement quand ils contribuent à la construction de la Maison Blanche, c'est-à-dire que l'esclavage est résumé au fait de construire les charpentes d'une maison, donc ça a l'air relativement soft pour cette institution, ou alors quand ils sont en train de pleurer la mort de Jefferson. Mais par exemple, en 1775, Lord Dunmore, qui est en charge de la Virginie,
fait une proclamation dans laquelle il propose d'affranchir les esclaves qui rejoindraient les loyalistes. Et donc, c'est ça qui accélère notamment le fait que les colonies du Sud décident de rejoindre la cause de l'indépendance. Mais par exemple, ça, c'est pas montré du tout. Ce rapport à l'esclavage pendant la question de l'indépendance n'est pas du tout abordé. La question de la démocratie est aussi assez particulière parce que comme je le disais, les fédéralistes, eux, ont une peur panique, en quelque sorte, de la foule informe, de la mob. Donc, ils ont peur de ce qu'ils appellent la mobocracy. Et ça n'apparaît que très, très peu dans cette série, alors que c'est un des éléments déclencheurs de certaines évolutions politiques. Et il y a certaines révoltes populaires contre le nouveau pouvoir américain qui ne sont pas montrées. Et donc, ça a tendance à lisser un petit peu ce récit de l'indépendance et de la jeune république, et c'est peut-être un petit peu dommage parce qu'en fait on retombe en fait dans un livre d'histoire d'Épinal un peu à l'ancienne et ça gomme l'implication de certains acteurs sociaux, que ce soit donc voilà des éléments plus populaires, que ce soit la question des esclaves, que ce soit aussi la question des femmes qui ont été très présentes dans cette période. Oui, donc Virginie, si on vous suit, on est sur une histoire qui est essentiellement blanche, qui est essentiellement masculine. Donc, au niveau, j'allais dire, de l'étude, effectivement, vous l'avez dit, des esclaves, mais aussi des femmes. On n'entend quasiment pas parler de femmes sur cette période-là. Hein. Peut-être à part à la femme de John Adams, c'est tout. Il n'y a aucune autre femme qui joue de rôle important, d'après la série. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que alors le personnage de l'épouse de John Adams, de toute façon, c'est quelqu'un qui est considéré comme vraiment comme quelqu'un d'important très rapidement, Abigail Adams. Alors pourquoi est-ce qu'elle est considérée comme si importante? Déjà parce qu'elle a entretenu une correspondance très longue avec son mari, parce qu'ils ont été beaucoup séparés. Ils ont été beaucoup séparés par tous ces événements. En fait, elle restait à la maison avec ses enfants pour gérer la ferme de la famille Adams, pendant que John Adams était soit à Philadelphie au Congrès, soit qu'il était en Europe dans un premier temps. Ensuite, elle l'a rejoint. Mais donc, du coup, ça a permis d'avoir une longue correspondance et qui n'était pas faite que de réflexions sur la vie quotidienne et l'entretien de la ferme, mais aussi de réflexions politiques assez poussées. Et en fait, on voit que Abigail elle-même a des idées politiques très affirmées, une conception de ce qu'est la démocratie, une conception de ce qu'est le rôle des femmes dans la Révolution, puisque elle en parle également, et aussi le fait qu'elle déplore l'institution esclavagiste, elle est assez pionnière là-dedans. Donc en fait, on la mobilise beaucoup parce que c'est un personnage qui est très attachant, qui a été beaucoup aimé dans l'histoire des États-Unis. C'est la deuxième première dame de l'histoire des États-Unis. Et en fait, dans la série, elle est utilisée pour incarner en quelque sorte toutes les femmes. C'est-à-dire que elle est montrée comme entretenant encore une fois sa ferme et sa famille pendant l'absence de son mari. Et de cette manière-là, elle incarne en fait toutes les épouses qui restent à l'arrière pour entretenir le pays pendant que les hommes sont en guerre. Donc ça pourrait être quelque chose de symbolique, mais c'est quand même pas tout à fait suffisant pour mettre en scène le rôle des femmes, notamment dans les politiques de boycott, dans l'organisation en fait de ces nouvelles colonies. C'est vrai que c'est un petit peu dommage d'être passé à côté de ça. Et certes, c'est pas la seule femme dans la série, puisqu'il y a aussi les filles et belles-filles de John Adams qui sont là, mais elles ont des rôles beaucoup plus effacés. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu dommage. Alors aussi, autre personnage de la famille de John Adams, c'est son fils, hein, puisque c'est une famille où deux personnes, père et fils, alors il y en a d'autres, hein, je pense notamment au Bush par exemple, Oui. plus tard, mais là on est sur quand même une famille qui a, dès les débuts, joué un rôle majeur dans la vie politique américaine. Exactement, oui. Le fils de John Adams, John Quincy Adams, a été élu 6e président des États-Unis. Bon, alors son élection est un peu à l'image de celle de John Adams lui-même. C'est pas montré dans la série parce que c'est vraiment presque anecdotique dans la série puisqu'elle est vraiment centrée sur le personnage de John Adams lui-même. Donc c'était une façon de montrer une apothéose de sa carrière politique, de la carrière politique du 2e président des États-Unis, de dire même son fils devient président des États-Unis. Donc on passe un petit peu sous silence le fait que John Quincy Adams, il a été élu à la suite d'une élection qui a été très disputée, notamment d'un ballottage qui a conduit en fait à des tractations au sein du Congrès
qui lui a permis d'être élu face à un candidat qui était un petit peu l'outsider qui montait, qui était Andrew Jackson. Donc, mais John Quincy Adams devient président des États-Unis à la fin des années 1820. Et donc, c'est utilisé dans la série pour montrer une forme d'apothéose de sa carrière. Et c'est vrai que c'est le premier couple père-fils qui devient président des États-Unis à ce moment-là. Et donc, ça montre cette carrière spectaculaire de cet homme politique qui a commencé comme un avocat un peu grande gueule de Boston et qui termine à plus de 90 ans à avoir une carrière politique assez spectaculaire. Donc, si on a suivi cette émission avec vous, Virginie, on voit bien que cette série, quand même, malgré quelques défauts, malgré aussi, vous l'avez dit, quelques inexactitudes qui sont dues, notamment par les showrunners, au fait de faire donner véritablement un certain suivi, une certaine cohérence pour le spectateur au récit, on a quand même une série qui permet d'appréhender l'histoire du début des États-Unis. En tout cas, oui, voilà, c'est ça, ça donne une matière à réflexion. C'est chouette quand on est un public français, puisqu'en fait, on a peu accès à cette histoire de l'indépendance américaine, sauf peut-être dans quelques manuels du secondaire. On va parler de la déclaration d'indépendance sans trop rentrer dans les détails. On va en parler par le prisme de l'aide française aux États-Unis. Mais on a assez peu connaissance en fait de cette histoire-là, donc ça peut permettre de faire une belle entrée en matière qui nécessite un approfondissement ensuite parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'aspects qui sont… On voit que c'est très hagiographique, quoi. C'est quelque chose qui met en scène… C'est une histoire par les grands hommes. Donc, ça a les limites qui peuvent être associées à ça. Mais par ailleurs, c'est une série qui est une très belle reconstitution. Il y a eu un travail de reconstitution du XVIIIe siècle qui est assez spectaculaire. Notamment… il y a une scène qui se passe à New York où ils ont reproduit des maisons à colombage parce que New York avait encore à cette époque-là une apparence néerlandaise. Bon, en tant que spécialiste de la Nouvelle-Néerlande, ça m'a fait un petit peu plaisir. Et puis, en fait, on peut que admirer le talent des acteurs parce que pour avoir ces reconstitutions-là, en fait, elles ont été faites beaucoup par ordinateur. Donc, souvent, les acteurs ont joué devant des écrans verts. Et pour autant, en fait, il y a un jeu d'acteurs qui est assez extraordinaire et qui est galvanisant. En fait, même si on n'est pas trop pour l'histoire des grands hommes, toujours, enfin moi je fais plutôt de l'histoire sociale, donc c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus au départ, mais là en fait il y a ce côté qui prend un petit peu aux tripes quand on a les échanges notamment entre Adams et Jefferson où ils ont récupéré des bouts des lettres qu'ils se sont échangés, donc on voit la rhétorique de l'époque qui est incarnée par ces acteurs. Paul Giamatti a dit que lui-même au début il a hésité à prendre le rôle parce que ça lui faisait un petit peu peur, la diction de John Adams et ses envolées lyriques, et il ne se sentait pas forcément de pouvoir jouer ça, et c'est spectaculaire. Bien, Virginie Adam, merci de nous avoir plongé dans cet épisode 34 d'Histoire en série, dans les premiers temps des États-Unis, dans la Révolution, puis les premiers temps des États-Unis, à travers la série John Adams. Alors, on rappelle que vous avez fourni, comme les autres intervenants, une bibliographie qui devrait permettre d'approfondir certains manques de la série pour celles et ceux que ça intéresserait. Bibliographie disponible sur notre site internet et sur notre partenaire nonfiction.fr. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt pour une autre émission, Virginie. Et d'ici là, au revoir et encore merci. Merci beaucoup, au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.